Ni hao, wo xiao luan, he, wo chu zai les Vosges. Et bienvenue dans Vosges FM. Vosges FM, le podcast le plus chinois du game. Et oui les amis, je suis devenu chinois et je vais parler chinois pendant tout ce podcast, c'est une blague. C'est une blague, je ne vais pas parler chinois, je vais parler français à propos de la Nintendo Switch 2 de Nintendo. Je l'ai acheté, j'y l'ai testé, j'ai joué à Mario Kart et je vous le dis, c'est une fraude. C'est une fraude et je n'ai pas peur de l'avouer. Mais d'abord, petit récapitulatif sur ma semaine. Alors, ça fait plusieurs semaines que j'en parle. YouTube Maxi Endgame est enfin terminé. Enfin terminé. C'est beaucoup de travail. Alors, c'est pas terminé complètement. On est encore en train de travailler sur quelques modules vidéo, sur toute la partie formation et tout. Mais on a vraiment très bien avancé. Là, le site est complètement prêt. On a rajouté tout un côté où on coachait les élèves sur tout ce qui va être leur personal brand. On a, euh, donc je vous invite déjà à regarder le site parce que je trouve que le site est magnifique. Donc bravo à Mathéo qui a fait le site, dédicace à lui. On a Michael Wu qui va se rajouter pour travailler sur. Donc Michael Wu, c'est mon ami chinois qui m'apprend à parler chinois. Non, je rigole. Je rigole. Dédicace à Michael Wu qui va nous aider aussi pour toute la partie personal brand sur YouTube Maxi. Et ça me fait extrêmement plaisir de l'avoir, ce mec-là, parce qu'il est trop fort et très beau. Donc ça me fait plaisir. Là, on a Loulou qui va bientôt lancer son produit. Là, on est en train de faire donc tout ce qui va être son site. Là, on est en train de faire son site. Edouard, la même chose, qui est en train de faire son PMH. Peut-être que vous connaissez Loulou, hein, il fait des vidéos sur One Piece. Edouard, vous le connaissez sans doute. Donc Edouard, c'est très drôle. C'est un client de YouTube Maxi, mais aussi c'est aussi quelqu'un qui travaille sur YouTube Maxi. C'est les deux. C'est comme Pilou en fait. Et donc ça me fait extrêmement plaisir et ça a été vachement bien accueilli sur YouTube Maxi par les élèves, ce nouveau côté un peu plus personal brand, un peu plus make money. Oui, j'ai pas peur de le dire, make money. Je fais du make money et notamment je voudrais faire une petite dédicace à Solar, qui est une de nos élèves qui nous a rejoint, qui m'a envoyé un. Bon, je vais pas le lire parce que voilà, c'est personnel et je suis pas très à l'aise avec le fait d'utiliser les messages des gens en témoignage s'ils m'ont pas d'abord confirmé d'abord, et je suis moyennement aussi à l'aise de demander moi-même des témoignages. Mais bon, il m'a envoyé un très gentil message Solar en disant qu'elle aime beaucoup YouTube Maxi en gros et que ça l'a beaucoup aidé. Donc Solar, n'hésitez pas à lui donner de la force, elle vient de nous rejoindre, elle commence les vidéos et ça a vraiment donné quelque chose de fou. Donc c'est Solar, elle fait de l'animation mais extrêmement quali, pas de l'animation nulle, vraiment très beau ce qu'elle fait. Et en plus, elle a son propre univers. Et l'idée, c'est qu'en fait, à chaque short, le commentaire le plus liké, non pas forcément le plus liké, mais le commentaire qui aura la meilleure idée, ce sera la prochaine histoire dans l'univers de son prochain short. Et en fait, les commentaires, la communauté influe sur son univers et ça crée les petites histoires. Bref, c'est vraiment sympa. Pensez à aller regarder Solar. Voilà, ça me fait super plaisir. Je vais pas lire son message parce que voilà, c'est sans doute un peu perso et tout, mais c'est un revirement qui a plu à beaucoup de monde. Et donc, c'est super YouTube Maxi Endgame. Donc, c'est comme YouTube Maxi, mais vraiment version Make Money. L'idée, c'est que vraiment, la partie YouTube, euh, elle a plus besoin de faire ses preuves. Tu vois, on a montré que tous les YouTubeurs réussissaient très bien avec nous sur le côté accompagnement, sur le côté grosse YouTube. Et là, voilà, donc, comme je leur dis, en fait, je le dis sans sourciller, c'est du Make Money. Alors, évidemment, on vous apprend à faire grossir une chaîne YouTube, mais surtout, et c'est la chose sur laquelle je suis très bon. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait avec Theromic. Là, Theromic, il a lancé son produit la semaine dernière. Je suis aussi très bon pour aider les youtubeurs à lancer leurs produits. Et donc, en fait, c'est surtout là-dessus qu'on va angler, qu'on va, comment dire, qu'on va axer YouTube Maxi maintenant. Euh, Ça va être sur la partie personal brand, vente de produits, création de produits, tout ça. C'est là où je suis bon et c'est là où il y a le plus de potentiel. Donc voilà, ça c'était la partie YouTube Maxi qui est enfin terminée, YouTube Maxi Endgame. Il y aura on compte faire sur YouTube Maxi tous les 3-4 mois, c'est ce dont on parle avec Piloum, faire des grosses updates comme ça, genre voilà, donc là c'est l'arc Endgame, ensuite ça va être un autre arc et tout. On compte, et à chaque fois en fait ça se rajoute, hein, c'est pas genre ça change et ça se rajoute à chaque fois. Et l'idée c'est que tous les 3-4 mois il y a une grosse mise à jour sur le produit et que ce soit génial pour tous les élèves qui ont déjà pris le produit, ils sont encore là.
Donc ils en profitent tout autant et donc c'est quelque chose, d'assez cool. Et là, j'y pensais parce que je parlais à Michael Wu hier et il m'a donné une très, très, très bonne idée. C'était qu'en fait, il y a plusieurs stratégies en fait sur YouTube Maxi, Endgame quand on rejoint et qu'on est vraiment débutant de zéro. Il y a plusieurs stratégies pour commencer YouTube et en fait, je me dis, c'est juste une idée, hein, que j'ai comme ça, c'est que je me dis: «Tiens, on pourrait faire des classes en fait». On pourrait faire des classes comme dans les MMORPG, tu sais, où il y a assassin, guerrier, mage et tout et je me dis: «Tiens, on pourrait faire 3 classes en fonction de, le mec qui choisit en fait ce qu'il veut faire pour se lancer sur YouTube et pour vivre de sa chaîne et tout» et je suis petit c'est juste une idée, hein, tu vois? J'ai eu cette idée hier et je trouve ça tellement génial et je me dis qu'on peut faire tout un arc autour de ça sur YouTube Maxi. Mais bon, là déjà, on va, on va continuer sur Endgame, on va peaufiner Endgame et voilà. Je voulais vous parler de mon tournoi d'échecs. Alors si vous le saviez pas, la semaine dernière, je vous en ai parlé dans le précédent podcast, je me suis inscrit à un tournoi d'échecs à GRB, donc un tournoi de rapide. Le format de ce tournoi, c'était, 15 minutes à la pendule et 3 secondes de rajout à chaque coup. Donc tu as 15 minutes chacun, donc les parties durent environ une demi-heure. Une demi-heure et 3 secondes de rajout à chaque coup, tu as 3 secondes de rajout. Je me suis encore mieux débrouillé à ce tournoi qu'à mon premier tournoi. Sur cette ronde, j'ai fait 3 points sur 7. J'ai fait 2 égalités, 2 victoires et 3 défaites. Ce qui a fait de moi un des meilleurs non classés. Je crois que je suis le deuxième meilleur non classé du tournoi sur la petite quinzaine de non classés qu'il y avait. Je crois que je suis le deuxième meilleur des non classés. Je suis dans le milieu à peu près du classement. Ce qui est vraiment pas mal pour un mec qui a pas joué. Tu vois, j'ai battu des classés et tout. Euh, et voilà, et je voulais faire une dédicace à quelqu'un qui est venu me voir à ce tournoi parce que du coup j'avais dit ouais, je vais faire un tournoi d'échecs à Gérardmer, si vous voulez venir me voir, venez. Et il y a Jérémy d'ailleurs que j'aime beaucoup, qui est client sur YouTube Maxi en plus, qui est venu de Suisse, le mec habite en Suisse, et il est venu à Gérardmer dans les Vosges juste pour me voir quelques minutes jouer aux échecs. Alors bon, le mec il a fait un chemin de fou, tu vois, donc j'ai pas lui dire ah bonjour, petite photo, allez ciao, je te laisse. Donc j'ai apprécié qu'il soit venu, tu vois. Évidemment, on a fait une photo, il m'avait demandé une photo. On a parlé, on a joué aux échecs ensemble. Enfin, le mec, il a quand même fait je sais pas combien de kilomètres pour venir me voir. Euh, donc, euh, donc ça m'a fait plaisir. Dédicace à Jérémy, qui est venu à ce tournoi d'échecs. Euh, et qui, pareil, m'a dit des trucs très gentils, très sincères, très. Encore une fois, c'est pas des trucs que je peux dire parce que c'est un peu personnel, j'ai l'impression, mais, euh, mais voilà, sache-le, Jérémy, je sais que tu m'écoutes, je t'apprécie beaucoup et ça m'a fait vraiment plaisir ce que tu me dis. Voilà. Alors pendant ce tournoi, qu'est-ce qui s'est passé? Alors première ronde, je tombe. Alors du coup, faut savoir que je commence à un petit peu devenir pote avec cette communauté échequienne qu'il y a dans les Vosges. Il y a un mec euh, qui s'appelle Samuel, que je vois à chaque tournoi, qui est vraiment très fort, qui doit être 1700 ou 1800 Elo. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est fort. Pour un mec qui a commencé il y a pas longtemps du tout, tu vois, donc il est vraiment assez prodigieux, ce mec-là. Et c'est-à-dire il y a encore quelques mois, enfin, il y a encore un mois, il était donc classé, et là, le voilà déjà à 1800 Elo, ce qui est assez énorme, en fait. Euh, et lui, donc je commence à le revoir au tournoi, je dis bonjour à ses potes. Donc je me suis fait des nouveaux potes au tournoi. Un tournoi d'échecs, c'est vraiment cool parce qu'en plus on ne parle que d'échecs. Et je dois le dire, pas tout le monde avait une tête de ver de terre. Il y avait des mecs stylés, il y avait des mecs qui avaient des go muscu. Donc là, c'était pas la même chose. Et donc voilà, donc j'ai fait mon tournoi première ronde. Je tombe contre le coach de Jérémy. Donc c'est le mec de son club à lui, donc je sais plus où est-ce qu'il joue dans les Vosges, mais c'est pas vers Saint-Dié, il est un peu plus loin lui. Mais bref, je tombe contre son coach, je me fais éteindre tout au long de la partie. À la fin, j'arrive à égaliser, et à la toute fin, on se retrouve dans une finale où j'ai une tour pour un fou. Donc j'ai 2 points de plus, sauf que lui il a 2 pions, donc en fait le rapport matériel est égal, sauf que lui c'est 2 pions passés. Je pense honnêtement que j'étais un tout petit peu gagnant. Genre, si l'ordinateur analysait la position, je pense que j'étais un tout petit peu gagnant par rapport à lui. Mais j'ai proposé le match nul
parce qu'on avait chacun 15 secondes à la pendule et on n'avait pas le temps de bien jouer et c'était la moindre erreur pouvait être fatale. Et du coup, j'ai fait égalité contre son coach. Tout le monde était abattable en fait, parce qu'en fait, vu que la partie s'était éternisée et qu'on était à la fin à 15 secondes lui, 15 secondes moi, on était à une des toutes dernières parties qui jouait encore. Et du coup, tout le monde était à ma table et tout le monde me regardait, parce qu'en plus, lui, il est assez fort. Je sais pas s'il est super, super fort, mais il est assez fort quand même. Et donc, tout le monde est face à moi. Et donc, on joue, on stresse et tout. Et à la fin, on signe le match nul. Et tout le monde est choqué. Et genre, tout le monde fait ouais, bravo Lohan et tout. Parce que, genre, apparemment, il était très fort. Et signer match nul contre ce mec-là, c'était déjà assez bon, tu vois. Donc, je suis très content de moi. Match nul à la première ronde. Deuxième ronde, je ne m'en souviens plus tellement. Ah oui, bah, deuxième ronde, bah, si, c'est bon. Deuxième ronde, je tombe contre Samuel. Donc, le mec est super fort. Et je me fais éteindre. Mais quand je me dis je me fais éteindre, c'est que j'ai déjà joué contre des 1700. J'ai déjà joué contre des 1600. J'ai déjà joué contre des 1500. J'ai déjà fait égalité contre des 1700. J'ai déjà battu des 1600. Et lui, c'est un 1800. Et le gap de niveau est assez ouf. C'est-à-dire que lui, il m'a vraiment éteint en à peine 10 coups, tu vois. En 10 coups, j'étais déjà KO. Il m'a placé un piège d'ouverture, je suis tombé dedans, mais en fait, parce que je connaissais pas et tout, bref. Il m'a foutu une préparation et la partie a même pas duré une minute. J'étais dégoûté. Mais bon, en même temps, c'était logique. Il était largement gagnant face à moi. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi diable, s'il est si fort, t'es tombé contre lui? Parce que lui n'a pas gagné son premier match. Il a perdu son premier match, lui. Donc, j'avais fait égalité. Donc, moi, j'avais 0,5 et lui, il avait 0. Et donc, on peut se rencontrer quand il y a 0,5 points d'écart. Et en fait, lui, il était tombé contre un maître international. Oui, oui, ils ont mis un maître international, pas un maître normal, un maître international de la FIDE, de la Fédération internationale des échecs, à un tournoi de merde à Gérardmer dans les Vosges. Et il y avait un ami, un maître international. Et lui, il est tombé dessus, ronde 1. Donc il se fait évidemment exploser. Euh, et donc évidemment, il tombe contre moi et il m'encule dès la ronde 2. Euh, ronde 3, je tombe contre un mec qui est le meilleur non classé. C'est-à-dire qu'en fait, je vous l'ai dit, je suis arrivé deuxième des non classés pendant ce tournoi. Et bah, le premier non classé, c'était ce mec-là, un gars qui s'appelait Hugo. Et donc, je tombe contre lui. Et donc, lui aussi, c'est un débutant. Et parmi les débutants, du coup, c'est le meilleur. Et moi, je suis censé être le deuxième meilleur des débutants. Donc, on s'affronte. Et il me domine. Il enferme mon cavalier. Sauf que, comme d'hab, retournement de situation. Il, il tombe dans un piège tout bête que j'avais fait. Et du coup, il se prend un mat en 3. Il se prend un mat en 3 forcé que j'avais vu que lui n'avait pas vu parce qu'il était tombé dans un piège à moi. Et donc il était dégoûté et je pensais vraiment qu'il avait vu le mat en 3 mais en fait il l'a pas vu donc il est complètement tombé dans mon piège et il s'est pris un mat forcé en 3 coups. Donc force à lui. J'ai gagné cette troisième partie. Ensuite, ensuite là c'est drôle. Je gagne ma partie et donc je vais voir la table de Samuel. La Samuel qui joue sur les toutes premières tables parce que c'est un des meilleurs. Donc je vais voir la table de Samuel, mon pote qui est très très fort. Et là, je lui nique sa game. En fait, on n'a pas le droit de parler autour d'une table d'échiquier. C'est connu. Il y a beaucoup de gens qui regardent l'échiquier, il y a beaucoup de gens qui regardent la partie, mais personne n'a le droit de parler. C'est une règle connue, on ne parle pas autour de l'échiquier. Et donc, tu as Samuel qui joue, qui fait ses coups. Et à la fin, sa pendule tombe à 0. Et on a dit, il est tombé. Et donc là, je me dis, ah, il a pas vu qui était tombé, son adversaire aussi a pas vu qui était tombé, et personne ne le dit. Ah, bah, je vais lui dire. Parce qu'on a le droit de parler autour de l'échiquier quand la partie est terminée. Je fais, ah, Samuel, t'es tombé, t'as perdu. Et il regarde la pendule. Et là, les deux se serrent la main, genre, ah oui, j'ai perdu et tout. Et là, je me fais enclencher. En fait, il y a une règle aux échecs qui dit que si ta pendule tombe à 0, tu n'as pas perdu. Tu as perdu seulement si ton adversaire réclame la défaite. Mais si l'adversaire ne la réclame pas, par exemple parce qu'il a pas vu, bah tu peux jouer ton coup, appuyer sur ta pendule et regagner 3 secondes. Et en fait, c'est pas du tout la fin de la partie. Et je n'étais pas au courant de cette règle. C'est comme si, au bac, il y avait une règle qui disait ah, t'as le droit de tricher si le mec te voit pas. C'est comme s'il y avait une règle qui disait ça au bac. Et moi, j'étais pas au courant de cette règle. Donc je me fais enculer. Genre en mode, mais il est fou ce mec. Genre, déjà tout le monde me regarde. Genre, attends, il va vraiment lui niquer sa game là. Bon, au final, Samuel ne m'engueule pas, pas du tout. Parce qu'en fait, il était complètement perdant et dans tous les cas, il aurait perdu. Même avec ces 3 secondes d'incrément, le mec avait 2 minutes de plus. Il était foutu. Et par contre, je me fais enculer par un de ses potes qui me dit mais espèce de grosse merde, t'as pas le droit de faire ça.
Et moi, j'étais pas au courant. Et c'est pas genre quatrième ronde, je tombe contre le cousin de Samuel. Je tombe contre le cousin de Samuel. Et je suis perdant. Je suis assez perdant. Mais j'ai une petite opportunité peut-être de commencer à faire beaucoup d'échecs avec Madame et mon cavalier sur son roi qui est un peu faible. Même s'il y a une pièce de plus, je me dis, ah, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et le truc, c'est que j'essaie de trouver un échec perpétuel. C'est-à-dire un échec qui va mener sur un autre échec, qui va me ramener sur le même échec. Et ça à l'infini. Ce qui fait qu'on appelle ça, ça se ferait match nul par répétition. Et j'essaie de trouver un échec perpétuel. Et je ne trouve pas d'échec perpétuel, mais je sais que le roi est dans les courants d'air, que j'ai Madame, j'ai mon cavalier, je peux faire échec perpétuel. Et je l'ai pas trouvé. Et je tombe au temps pendant que j'essaie de chercher l'échec perpétuel. Et il y a Samuel, à l'autre bout de la salle, qui me fait Elohan, t'es tombé. Et j'ai perdu autant. Et il était mort de rire. Et du coup, son cousin, il a gagné. Et il était content pour son cousin. Lui, il m'a baisé ma game aussi. Et du coup, voilà. À la fin, je suis tombé sur la capitaine du club de Saint-Dié. À la toute dernière ronde, je suis tombé contre la capitaine du club de Saint-Dié. Euh, et, euh, et c'était donc c'est censé être la meilleure joueur de Saint-Dié et elle a très mal joué. Je l'ai explosé. Voilà, c'était sale, c'était sale. Et donc la capitaine du club de Saint-Dié a complètement perdu à la dernière ronde face à moi. Et du coup, j'ai fait 3 points sur 7, ce qui est mieux que mon dernier tournoi où j'ai fait 2 points et demi. Et voilà, donc bientôt j'aurai 3 points et demi. Et 3 points et demi, c'est-à-dire que j'aurai fait la moitié des points. Et moitié des points, c'est pas mal. Moitié des points, t'es dans le top 50%. Parce que personne n'a 7 points sur 7, hein. Ça n'existe pas. Même le maître international, il a eu 6 points et demi. C'est-à-dire que personne, même le premier, n'a pas 7 points sur 7. Donc en ayant 3 points et demi, t'es pas au milieu, t'es un peu plus haut dans le milieu. Du coup, je suis assez content. Avec 3 points, je suis à peu près dans le milieu du tournoi. Je suis le deuxième meilleur non classé. Et donc, je suis très content. Euh, ah oui. Oh, ridicule. Je me suis fait éclater à une ronde. Donc, je suis tombé contre deux gamins. Le premier gamin, pareil, j'ai signé un match nul avec lui. C'est-à-dire que là, j'avais un fou de plus, mais lui, il avait 2 pions de plus. C'était interminable. Mon fou était bloqué à la défense de ses pions passés. Je pouvais un peu rien faire. Le jeu était bloqué. On a signé le match nul. Et, une petite fille que je vois qui paye pas de mine. Et je me dis, elle va mourir. Et elle m'encule. Et en fait, j'apprends que cette petite fille, c'est la championne junior des Vosges. Je me suis fait éclataxe. Bref, voilà, un tournoi très très cool, j'ai adoré. J'aime beaucoup le format de tournoi rapide parce que au moins ça prend qu'une journée. À la fin, t'es tranquille. Et puis tu progresses beaucoup. Donc j'ai beaucoup aimé. Je pense que je vais en refaire un. À Saint-Dié, là, 31 août, va y avoir un autre tournoi rapide. Je vais m'y inscrire. Si vous voulez m'y voir, bah, inscrivez-vous aussi. J'ai très très hâte de le faire, ça va être vraiment bien. Donc en général, à ces tournois-là, il doit y avoir une petite cinquantaine, soixantaine de personnes. Euh, c'est vraiment un format qui est super cool. Donc je vais continuer et je vais pas arrêter. Alors, le podcast sur la Nintendo Switch 2. Ah là 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 là. Que dire, que dire, que dire. Attendez, je vais chercher la Switch 2. 2 petites secondes, je vais la chercher. Alors, peut-être que voilà, j'ai la Switch là sous les yeux qui est assez belle. Honnêtement, je dois le dire. La Switch de base aurait dû ressembler à ça. La Switch de base aurait dû ressembler à ça. C'est super agréable le côté magnétique des Joy-Con. Là, je peux. Tac. Ça se colle, ça tient super bien. C'est vraiment beau. Le 4K 120 FPS sur Zelda Breath of the Wild, sur Zelda Tears of the Kingdom, c'est magnifique. Je dois le dire, là, c'est vraiment une console qui est puissante, qui est jolie. Mais moi, je pense que la Switch aurait dû ressembler à ça dès le début. En fait, il y a un souci sur cette Switch. Euh, En fait, il y a deux choses. Deux choses. Déjà, il y a donc sur l'ancienne Switch, il y a le petit clapet, vous savez, qui permettait de poser la Switch en mode portable. Le petit clapet qui se cassait parce qu'il était vraiment pas solide et pas stable et complètement pourri, qui faisait 1 mm d'épaisseur et que c'est du plastique de merde. Là, on a un truc qui est vraiment solide, un truc qui tient, c'est super, c'est super agréable. On a une résolution d'écran qui est belle, c'est pas du 720p. Sur la Switch, c'était du 720p. En 2017, c'était inacceptable quand même. On a un port USB au-dessus de la Switch. Donc là, on peut charger tout en jouant en mode portable, ce qui n'était pas possible avant. Parce que ça ne marchait pas, parce que le truc tombait en fait, parce que tu pouvais pas la poser vu que c'était en dessous. En dessous, le truc de la charge USB. Et moi, je me dis, la Switch aurait dû ressembler à ça dès le début. Genre, c'est en fait,
il y a pas de bug avec les Joy-Con. Je rappelle que sur la Switch, au départ, il y avait des bugs avec les Joy-Con. Il y avait le Joy-Con Drift. C'était un vrai truc, ça existait. C'est pas normal de sortir un truc qui est pas prêt, qui est pas fini comme ça, tu vois? Bref, moi je suis assez content du hardware en tout cas. Genre c'est un bel objet, c'est super sympa. Et comme j'ai dit, voilà, la Switch aurait dû ressembler à ça, dès le début. Ça me fait c'est aussi ça me fait vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à la trend. À la trend là, où t'as un mec qui fait: «Hey, il devient quoi le mec qui disait, "Un jour je serai une superstar, je serai connu de Panama à Los Angeles"?» C'est tous les fils de pute là qui mettent leur glow up de merde dont on s'en bat les couilles. Il disait il devient quoi le mec qui faisait, des dessins en classe et qui dessinait? Eh bien maintenant il dessine, des BD en école d'art que personne ne lit et dont tout le monde s'en bat les couilles. Ça m'énerve, c'est pour ça que j'ai fait une parodie de cette trend sur, sur le ONLV. Genre en fait tout le monde pense avoir une vie de fou. En fait, vous avez tous des vies de merde! Et je vous déteste! Vous êtes nuls! Vous n'êtes pas stylés! Voilà, non, c'était petit coup de gueule sur cette trend. Vous n'êtes pas stylé. Arrêtez. Arrêtez. En plus, c'est toujours des gens random qui font ça. Des recalés de Top Chef. Non, vas-y, j'arrête. J'arrête, ça se fait pas. Mais bon, bref, voilà. Donc, côté hardware, vraiment très bel objet. Maintenant, sujet qui fâche. Déjà, premier sujet qui fâche, les amis sur la Switch. Parce que du coup, j'ai rejoué à la Switch. Et j'ai remis mon compte Switch de base. Et c'est là que tu vois les amis. Les amis sur la Nintendo Switch. Tu vois ta liste d'amis. Et c'est là que tu vois tous ces gens bizarres que tu as connus sur Twitter en 2017 qui mangent probablement des enfants et qui se branlent sur des hentai. Non, pas tous, mais la plupart se branlent sur des hentai. Et tu te dis, mais qui sont tous ces gens? Et tu te rappelles d'eux vite fait et tu as des souvenirs d'eux et tu te dis waouh. Genre, tu sais qu'en ami sur la Switch, j'ai Henri Tran. J'ai Henri Tran sur la Switch en ami de Rire Jaune. Parce qu'à l'époque, il m'avait envoyé un tweet sur Twitter. Il avait bien aimé ma vidéo sur, euh, sur Smash Bros Ultimate. Et il m'a envoyé un message genre ouais, viens Lohan, on fait une partie sur Smash Bros Ultimate ensemble sur Twitter. Parce qu'à l'époque, je fais des vidéos sur les jeux vidéo. Et du coup, on s'est ajouté sur la Switch. Et on avait fait des parties sur Smash Bros Ultimate avec Henri Tran. Improbable. Du coup, je l'ai là. Son pseudo, c'est Nart. Bon, très très drôle. Donc, ça, c'est le premier sujet qui fâche. C'est les amis sur la Switch. Maintenant, le deuxième sujet qui fâche. Et ça va être réel. Ça va être réel. C'est que je suis désolé, mais le seul jeu qu'il y a actuellement, c'est Mario Kart. Et Mario Kart, c'est bien, mais c'est pas incroyable. Là, vas-y, je vais jouer à Mario Kart en même temps. Ça, c'est du gameplay commenté. C'est bien Mario Kart, mais c'est pas ouf. Genre, enfin, ouais, en gros, c'est une sorte d'open world en fait. C'est un open world où toutes les cartes sont reliées. Et honnêtement, c'est pas mal. C'est sans doute le meilleur Mario Kart, mais je suis désolé. Quand la Switch 1 est sortie, il y avait eu Zelda Breath of the Wild. Donc en fait, tu peux pas faire mieux que Zelda Breath of the Wild. Tu peux pas faire mieux. Ça n'existe pas. Donc je me rappelle encore des souvenirs que j'ai eus quand j'ai acheté la Switch, enfin quand j'avais reçu la Switch 1 pour mon anniversaire, que j'y ai joué et que le jeu c'était et que le jeu, comme j'ai dit, c'était bon, je vais arrêter de jouer parce que je suis pas concentré sur ce que je dis. C'était Zelda Breath of the Wild. Je me rappelle de la soirée que j'ai passée à démarrer sur le plateau du Prélude et c'était incroyable. Et ça accompagnait super bien la sortie d'une nouvelle console. Le problème d'aujourd'hui, c'est que les consoles d'aujourd'hui, elles ne sortent avec qu'un gros jeu. Et honnêtement, Mario Kart, je dirais même pas que c'est un gros jeu. Alors oui, c'est le jeu le plus vendu de la Switch, mais le problème, c'est que c'est un jeu que tout le monde aime bien, mais que personne n'adore. Genre, il y a personne qui est bouleversé en jouant à Mario Kart et qui est choqué. Et oui, j'ai passé un bon moment hier en live avec Kélian pour quand j'ai joué, mais j'ai pas l'impression que ça s'accompagne, que c'est un événement, cette sortie de nouvelle console. J'aurais pu l'acheter dans un mois ou dans 2 mois, ça n'aurait rien changé. J'ai dû l'acheter hier pour le live. Mais franchement, je suis assez déçu. C'est la première fois que j'achète une nouvelle console Nintendo, que je reçois une nouvelle console Nintendo et que je suis en mode ouais, bon, c'est pas ouf. Et je suis un peu déçu. Et que je suis en mode ça a pas l'air incroyable. Et que je suis en mode j'attends les prochains jeux. Et je pense qu'ils l'ont sorti trop tôt. Ouais, je pense qu'ils l'ont vraiment sorti trop tôt.
Et sans doute, hein, sans doute, bien sûr, qu'ils auraient dû attendre. Ouais, sans doute qu'ils auraient dû attendre, hem, d'avoir plus de jeux, d'avoir un meilleur catalogue, de la sortir peut-être avec un nouveau Zelda 3D, un nouveau Mario 3D. Là, ça aurait été exceptionnel, hein, je dis pas, mais actuellement, en l'état, c'est un peu vide et je ne dis pas que Mario Kart est un mauvais jeu, c'est un très, très bon jeu, probablement le meilleur Mario Kart qui existe. Mais voilà, enfin, je veux dire, je ne suis pas un méga fan de Mario Kart. Je suis un méga fan de Smash Bros, mais j'aurais dit la même chose si c'était un nouveau Smash Bros qui aurait été sorti. Genre moi, j'aurais été très content, oui, j'aurais été très content moi, mais je pense aux autres joueurs, aux autres, gens qui auraient reçu la Switch, je pense qu'ils auraient été déçus. Ce serait dit la même chose, genre: «Ouais, bah, c'est bien, c'est Smash Bros, mais moi ça me branche pas de malade en fait de jouer à Smash Bros. Ou en tout cas de pouvoir que jouer à Smash Bros». Donc voilà, c'est vachement léger comme catalogue. J'ai été un petit peu déçu, même le prix est très, très cher. Genre je suis arrivé hier matin au Carrefour, il restait plus qu'une Switch, c'était la toute dernière qui restait. 500 €. 500 € pour le pack avec le jeu. Le jeu tout seul coûte 80 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 80 €. C'est extrêmement cher, mais bon, faudra s'y faire, hein. Je crois que ça va être le nouveau prix des jeux. Aujourd'hui, ça ressemble à ça de plus en plus. Heu, non, bah, c'est pas peu dire que de dire que j'ai été déçu, hein, très franchement. À voir comment ça va se passer dans le futur. Alors, bien sûr, quand je dis c'est de la fraude, je le pense pas, sincèrement, hein. Je pense que voilà, c'est un petit peu, pour faire, réagir, vous avez compris. Mais, voilà quoi, il y a clairement mieux à faire, à voir la suite parce que voilà, ça en l'état toute seule, la Switch 2, fait un petit peu pâle figure au niveau de la sortie par rapport à la Switch 1 et je le répète, la Switch 2 est mieux que la Switch 1. Mais c'est enfin, entre guillemets, «c'était évident» ça, c'est pas, ça suffit pas en fait à faire d'elle d'une bonne console. Il faut vraiment qu'on passe à la vraie prochaine génération, qu'on ait, qu'on ait, Heu, que les parce que là, il y a encore des jeux Switch normales qui sortent encore et c'est pas normal. Il faudrait vraiment qu'on passe d'une génération à l'autre. Il faudrait marquer vraiment le coup et je pense que la Switch 2 va bien se vendre parce qu'elle va profiter du buzz de la Switch qui était incroyable et du coup, les gens vont kiffer, vont pouvoir l'acheter jusque bah, comme la 3DS avec la DS, en fait, heu et donc sur le temps long, j'imagine que ça va se rattraper, hein. Sur le temps long, j'imagine bien que ça va donner quelque chose, de génial et qu'en fait, on aura tous été très contents de cette Switch mais pour le moment, je dois le dire, il faut se contenter de très peu et je suis assez déçu. Je veux dire quand Zelda Breath of the Wild est sorti, ça a été une révélation pour moi. Je jouais au non pas au jeu de l'année, mais potentiellement au jeu de la décennie quand Zelda Breath of the Wild est sorti. 2017, je m'en rappelle encore. C'est le 12 mars 2017 pour mon anniversaire. C'était vraiment exceptionnel. Il y avait C'était sans commune mesure avec, n'importe quelle sortie de console aujourd'hui. C'est comme la PS5. La PS5 quand elle est sortie, il y avait rien et c'est pour ça que j'ai pas acheté d'ailleurs. Ah, il faut, heu, il faut absolument que Nintendo sorte les doigts du cul et fasse des vrais trucs parce que là, l'expérience que c'était de jouer à des bêtes de jeu Tars, Zelda, Breath of the Wild, enfin l'expérience c'est incroyable et j'aimerais le vivre et le revivre encore et encore et encore et encore avec des jeux exceptionnels. Mais là actuellement, je suis désolé, ce n'est pas le cas. Incroyable, là je conduis un camion. Genre ils ont fait un easter egg, tu peux conduire un camion dans Mario Kart. Genre en fait tu peux rentrer dans un camion et tu finis par conduire le camion. OK, ça c'est marrant. Ça j'avoue c'est marrant et tu peux renverser les autres bagnoles. Putain c'est rigolo. What the fuck, c'est trop bizarre. Et donc il y a ce truc là très cool d'open world où en fait tu es tout seul sur la map et juste tu te balades et tu des missions, tu as des quêtes et tout, ça c'est vraiment sympa. Finalement c'est ce qui potentiellement le truc que je vais le plus apprécier alors que c'est vraiment pas le cœur du gameplay de Mario Kart. Ça j'apprécie beaucoup, je pense qu'il y a vraiment du, mmh, un vrai gameplay, une vraie idée et heu et donc voilà. Mais moi j'attends quand même la sortie des gros jeux. Je pense à Metroid, je pense à j'espère vraiment qu'il y aura, un jour un enfin c'est sûr, hein, de toute façon je pense que les Zelda 3D maintenant, seront tous forcément du même acabit que Breath of the Wild et TOTK, Tears of the Kingdom, qui sont je pense les plus grands jeux de la décennie, enfin de leur décennie respective parce que, ces jeux sont d'une qualité vraiment exceptionnelle, les 2. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, voilà, pour l'instant, avis assez mitigé sur cette Switch 2 qui, certes, est pratique, mais en fait, la Switch aurait dû ressembler à ça dès le début et de bonne qualité, mais en fait, ça aurait dû être comme ça dès le début et vachement cher
et ne propose pas un catalogue de zinzin, voilà, il faut le dire. Alors, voilà, je sais que tous les Nintendo sex, comme Kélian, ne seront pas d'accord avec moi et vont dire que je suis un rageux et machin et tout, mais c'est mon avis honnête. Je pense que vous pouvez très, très largement attendre avant de l'acheter, attendre qu'il y ait de meilleurs jeux, attendre qu'il y ait de meilleurs packs, attendre peut-être que les jeux et le prix de la Switch baissent en prix. Ça m'étonnerait pas que le prix baisse. Il est vachement cher en l'état. Le prix de Mario Kart a déjà baissé dans certaines surfaces. On est passé de 80 à 70 euros. Donc c'est qu'à mon avis, hem, c'est qu'à mon avis, vous pouvez attendre sans trop de soucis et je vous promets, même si vous aimez beaucoup Mario Kart, vous ne loupez pas grand-chose, hein. C'est pas, ça va pas vous consterner, de fou. Voilà. Mais sinon, bah, voilà, sinon c'est sympa. Je vais finir ma petite quête, là, je dois passer entre des cerceaux. Donc oui, là, en fait, là, je fais vraiment le mode solo où tu dois compléter des quêtes. Ça, je trouve ça vraiment sympa, et assez rigolo dans un Mario Kart de faire des quêtes comme ça. Hem, c'est assez bienvenu. Je me balade dans la savane, là, il y a des girafes, il y a des rhinocéros, non, franchement, c'est bien. Hem et heu et voilà, hop, mission réussie. Super, il y a beaucoup de personnages aussi. Là, je joue la petite vache Meumeu, je l'aime bien celle-là, je sais pas pourquoi, mais je l'aime beaucoup. Du coup, voilà. Hop, je vais la reposer. Et voilà, c'était cette petite partie sur, la Switch, qui selon moi ne vaut pas le coup. Je vous la déconseille. Pour le moment, elle coûte trop cher et il y a pas assez de jeux, voilà ce qu'il faut en retenir. C'est assez dommage qu'ils nous aient pas sorti, au moins un gros jeu Mario accompagné d'au moins un gros jeu ou oui, ou au moins un gros jeu Zelda ou au moins un gros jeu Pokémon. Là, le problème, c'est qu'en fait, on joue à Nintendo pour les exclus et si la seule exclue, c'est Mario Kart, bon, bah, c'est bien, mais on va pas aller très, très loin avec ça. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire, que c'est le moment des questions de la semaine. Donc là, cette semaine, vous m'avez posé beaucoup de questions et ça, c'est bien. Genre, la semaine, dernière, il y avait qu'une seule question et je pense que vous avez remarqué qu'il y avait qu'une seule question. Du coup, vous êtes nombreux à avoir posé des questions. Il y avait eu beaucoup, beaucoup plus de commentaires. Je crois qu'il y avait une centaine de commentaires, heu et du coup, c'est bien. Et heu et du coup, vous vous êtes dit: «Bah, attends, vu qu'il y a pas beaucoup de questions, j'ai ma chance, de participer» et vous avez eu raison parce que j'ai sélectionné, pas mal de questions cette fois-ci. Alors j'ai vraiment pas sélectionné tout le monde, hein, je crois qu'il y a eu des centaines de questions, j'ai dû en sélectionner 4 ou 5 quoi. 1 question de Tracker, alors juste noter celle-là de Tracker, après j'ai pas noté le nom, je suis désolé. Mais cette première question nous vient de Tracker qui me demande: «Tu serais prêt à sacrifier quoi en échange de continuer YouTube?» Je vous le promets, je serais prêt à sacrifier beaucoup, 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 beaucoup de choses. Sincèrement. Sincèrement, ça peut vous sembler fou et ça peut vous sembler tellement, politiquement incorrect ce que je vais dire et tout, mais je pourrais sacrifier des relations, des amitiés, des ma en fait, il y a rien qui me qui me rend le plus vivant que faire des vidéos sur YouTube et que mon business et que ma chaîne et que tous mes projets. Vraiment, c'est ma vie. C'est ma vie et c'est ma vie depuis 10 ans aujourd'hui, un peu plus même. Heu, je je le dirai jamais vraiment au fond. C'est-à-dire que si je suis sous un détecteur de mensonges et qu'on me dit: «Ouais, tu préfères nanana ou ta chaîne YouTube?» Je vais répondre, je sais pas quoi, mais la vérité, c'est qu'au fond de moi, je le sais, il y a rien de plus important pour moi au monde, peut-être à part, la vie de personne, tu vois? Si on me dit: «Tu de fréquenter cette personne, tu d'avoir une relation avec cette personne ou ta chaîne YouTube», bon, bah, voilà, je préfère ma chaîne YouTube. Maintenant, si ces 7 personnes meurent, évidemment, je vais pas voilà, c'est ma chaîne YouTube qui saute. Mais sinon, il y a rien que j'aime plus au monde que ma chaîne YouTube. Il y a rien qui me représente plus que ma chaîne YouTube. Il y a rien qui m'a le plus, enfin, c'est littéralement un journal de bord de toute ma vie, ma chaîne YouTube. Enfin, pas que ma chaîne YouTube, genre, mon compte LOANLV, hein. Je parle de tout ce que j'ai fait sur YouTube depuis 10 ans, sur les différentes chaînes, sur Trash Bandicoot, sur ma chaîne à moi, sur VosGFM, sur Ne t'abonne pas. Il y a rien qui est plus, carnet de bord et journal de bord que ça et je veux, quand je serai vieux, que mes petits-enfants puissent regarder ce que je faisais sur YouTube et imaginer un petit peu la vie que j'avais, imaginer un petit peu qui est-ce que j'étais, et mes évolutions. Parce que bien sûr, hein, vous en doutez, le Lohan d'il y a 10 ans et le Lohan d'aujourd'hui, sur YouTube, c'est pas le même. Même le Lohan d'il y a 2 ans, quand j'ai commencé mes vidéos dev perso et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le même et j'ai vraiment envie de garder cette trace de qui j'ai été, à quel instant de ma vie, parce que c'est super important pour moi et je veux pouvoir continuer à faire ça parce que c'est ce qui me fait vibrer au quotidien et je crois qu'il y a rien de plus qui me fait vibrer au quotidien actuellement.
que ma chaîne YouTube. Et que mon business de manière générale, hein, l'argent, l'entrepreneuriat, tout ça, mais ça fait partie du truc. C'est la chaîne YouTube, c'est le cœur du business. Donc voilà. Très très bonne question. Et n'oubliez pas cette mentalité de sacrifice. Il n'y a rien de plus important que le sacrifice. Qu'êtes-vous prêt à sacrifier pour vos rêves? Qu'êtes-vous prêt à sacrifier pour vos projets? Je dis pas qu'il faut faire comme moi. Je dis il faut savoir si tu préfères sacrifier tes rêves ou si tu préfères sacrifier des relations, des moments, tout ça. Enfin, il faut le savoir. Il faut le savoir. Il faut savoir quel type d'humain tu es, quel type de projet tu as pour vivre en adéquation avec toi-même. Euh, mais pour moi, sans commune mesure et depuis toujours, il n'y a jamais rien qui n'a valu plus à mes yeux que mes vidéos. 100%. 100% avec la chaîne YouTube et que faire des vidéos et tout ça. Et que c'est pour ça que c'est ma plus grande passion au monde. Je pense que personne ne peut dire que je fais des vidéos pour l'argent. En tout cas, que pour l'argent. Bien sûr que j'en fais pour l'argent, mais en tout cas, que pour l'argent. Si j'étais riche, je continuerais à faire des vidéos. Si j'étais milliardaire, je continuerais à faire des vidéos. Même si j'avais plus de business, je continuerais à faire des vidéos. Euh, je pense que, puis même j'en fais depuis 10 ans, personne ne peut dire que Merguez Superstar, c'est par opportunisme. Je veux dire, c'est vraiment ce qui me passionne le plus. Hein. Tu sais, on dit il faut faire un business sur le truc qui te passionne le plus. Comme ça, à la fois, tu seras passionné et à la fois c'est cool, ça rapporte de l'argent. Mais moi, le truc que j'aime le plus faire au monde, c'est regarder des vidéos sur YouTube et c'est faire des vidéos sur YouTube. C'est les deux trucs-là. Alors bien sûr qu'avoir une communauté de youtubeurs et travailler avec des youtubeurs au quotidien, c'est ce que j'aime le plus au monde. Et bien sûr que ça peut être malsain parfois que quand tout ton entourage c'est YouTube et que ça parle que de YouTube toute la journée, il y a des gens qui n'aiment pas ça et j'en connais dans le YouTube game des gens qui n'aiment pas ça et je suis d'accord qu'il faut des amis en dehors de ça. Il en faut, hein. Il faut pas que des amis dans YouTube. Mais pour moi, quand on est vraiment obsédé et qu'on a vraiment un objectif, on n'a que des amis qui sont dans le même délire. Mon pote Samuel, tous ses amis, tous ses potes, ce n'est que échecs toute la journée. Mais mon pote Samuel, il veut devenir maître international d'échecs. Bien sûr. Bien sûr que tu es obligé de faire comme ça. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Donc, faut savoir qui s'entourer. Hein. Alors, j'ai tendance à penser que la plupart des youtubeurs, enfin en tout cas plus qu'en civil ou plus que dans la population normale, chez les youtubeurs, il y a plus de gens qui sont des mauvaises personnes, plus de connards, plus de gens très égocentriques, plus de gens qui pensent qu'à leur image, plus de gens euh, qui sont pas des bonnes personnes hein, de manière générale. Hein. Je pense que n'importe quel youtubeur vous le dira, il sera d'accord avec moi. Euh, mais c'est pas pour autant que j'essaye de me méfier de tout le monde. Il y a beaucoup de youtubeurs qui sont en mode ouais, je me méfie de tout le monde dans ce milieu, c'est un milieu de requins et tout. Je pense que ça te fait un peu devenir aigri et ça peut faire de toi une mauvaise personne aussi de penser comme ça. Donc il faut être ouvert à tout le monde, comme je le suis sur Merguez Superstar. Et en fait, essayer de deviner qui est une bonne personne et qui ne l'est pas trop et juste te rapprocher des bonnes personnes. Tu vois, moi quand je vois un mec comme Lux, qui est youtubeur échec, hein, que vous connaissez sûrement, vu que j'ai déjà pas mal parlé de lui, qui a 40 000 abonnés, qui a beaucoup de vues, qui est super fort sur Mega Superstar. Lux, euh, ça se voit que c'est un bon gars, tu vois, genre à avoir parlé avec lui. euh, alors c'est pas, ça veut, ça veut pas tout dire, hein, mais c'est un mec qui fait du sport, qui est un petit peu dans ce truc-là de dev perso, qui travaille beaucoup, qui a des grandes ambitions. Pour moi, ça peut pas être une mauvaise personne comme Alexandre ou pareil, un autre youtubeur échec. Bah, et pareil, il est très très dev perso, très très tout ça. C'est souvent bon signe hein, quand c'est des mecs comme ça. Pas forcément, hein, vous pouvez rencontrer des mecs qui vont à la salle, qui, qui aiment bien le dev perso et qui sont des grosses merdes. Mais bon, en général, c'est quand même bon signe. Et puis inversement, vous pouvez trouver des mecs qui font pas de sport du tout, qui sont pas du tout dans ce truc-là dev perso et qui pourtant sont des goths aussi. Voilà, donc je dis pas que c'est immuable et tout, et c'est pour ça que je dis qu'il faut rester ouvert. Il faut rester ouvert à tout le monde. Il y avait peut-être un moment dans ma vie où Kélian et moi, mais plus moi que lui, on était très très aigris vis-à-vis des youtubeurs et ouais, tous les youtubeurs c'est des merdes, c'est des connards et tout. Alors qu'en général, c'est plus des gens c'est plus des neuils et des nukes et des golemons que des vrais méchants, tu vois. Euh, donc il faut pas devenir aigri parce que j'ai peur un petit peu parfois de me dire euh, comme de devenir un peu comme Neoxys. Neoxys de Trash était très c'était un mec cool hein, et je dis pas avoir passé des bons moments avec lui, je dis pas qu'il m'a énormément formé et appris et je dis même pas que là où j'en suis c'est pas grâce à lui. Si, c'est grâce à lui complètement. Mais il pouvait des fois avoir ce truc-là de se méfier de tout le monde et d'avoir peur de tout le monde et du coup de s'isoler et du coup ça fait que en fait euh,
c'était autorisateur. En fait, comme il s'isolait, les gens pouvaient commencer à dire des trucs sur lui. Et du coup, lui, il apprenait qu'on disait des trucs sur lui. Et du coup, il se méfiait de tout le monde, des youtubeurs, même l'entourage, même des gens avec qui il travaillait. Et ça peut être mauvais. Et j'ai pas envie de devenir comme ça. Et donc, c'est pour ça que je préfère rester ouvert et voir le côté positif chez tout le monde. Même chez les gens qui, a priori, m'aiment pas ou m'apprécient pas. euh, Parce que j'ai pas envie de devenir un aigri, en fait. J'ai pas envie de devenir un aigri. Donc, voilà. Donc, on a pas mal divergé, mais voilà. Euh, Petite question pour la semaine prochaine. Tes parents, ils étaient d'accord pour que tu sèches la physique-chimie, la rentrée de terminale et que tu triches, etc. Ayant des parents stricts, ça me paraît irréel, car le minimum pour nous, c'est genre 17 sur 20, malheureusement. Le minimum pour mes parents, c'était aussi 17, 16, allez, plutôt 16, plutôt 15 en vrai pour mes parents. Il fallait que j'ai quand même une bonne moyenne. Mais ça ne les dérangeait pas si je trichais, pas du tout. Parce que pour eux, c'était le résultat et pas la manière de l'obtenir qui comptait. Voilà, en tant que je faisais de mal à personne, hein, bien sûr, hein. Si je faisais du mal à des gens, ils m'auraient dit non, c'est pas important le résultat, c'est la manière de l'obtenir. Mais tricher ne fait du mal à personne, a priori. Donc ça ne les dérangeait pas. J'étais un très très bon tricheur au lycée, j'étais un encore meilleur tricheur à la fac parce qu'à la fac, personne ne triche. Personne ne triche à la fac, tout le monde a trop peur. Les profs sont beaucoup moins méfiants à la fac sur la tricherie. Et c'est comme ça que j'ai réussi à tricher à quasiment tous mes examens à la fac et avoir mes 2 années très très facilement. Je pourrais vendre une formation triche, hein, parce que en fait, c'est même pas très compliqué. Il suffit un peu de créativité, un peu de jugeote. Vous savez quelles sont les triches à ne pas faire, genre les anti-sèches. Et vous avez 1 million de manières de tricher qui sont, euh, qui sont beaucoup moins cramées. Parfois, juste demander à aller aux toilettes et regarder son téléphone. Et bah oui, ça marche. Vous avez le droit de faire ça. Enfin, c'est fou, hein. C'est fou. Vous vous dites, attends, mais c'est super ça. Mais c'est tout aussi con que ça et ça marche. Vous allez aux toilettes, vous prenez votre téléphone, qui va dire quoi, tu vois? Qui va dire quoi? Vous pouvez faire ça et même si vous dites que non, j'ai pas le droit d'aller aux toilettes et tout. En vrai, vous pouvez, si vous forcez, si vous êtes en mode ouais, madame, vraiment, je peux pas et tout, machin, vous pourrez le faire. C'est tout aussi con que ça parfois. Donc je vous conseille à tous de tricher. Le mec est vraiment, qui est super moralisateur et tout. Vis-à-vis de ça, j'ai une autre question. J'ai une autre question d'une personne qui me demande: Salut chef, tu as dit de ne pas prendre au lycée de ne pas prendre le lycée au sérieux. Ce qui est réel, ce n'est pas ça. Mais pour moi qui vais en licence éco-sociale, est-ce que tu penses que je dois appliquer la même philosophie ou il faut quand même du sérieux? Ah, l'enculé, le mec m'a dit licence éco-sociale et il m'a dit est-ce que c'est le monde réel? Tu sais, tu m'aurais dit je vais en études de médecine. Tu m'aurais même dit je vais en école de commerce. Tu vois, il y a de l'argent en jeu et tout, voilà. Mais là, tu me dis je vais à la fac d'économie et de sociologie. Euh, non. Non, franchement, branle-toi, ça pareil, que tu réussisses ou que tu réussisses pas, ce sera pareil. Non, ce sera pas. Enfin, en tout cas, ce sera pas très différent, quoi. C'est pas le monde réel. Ce n'est toujours pas le monde réel, la fac. Le monde réel, c'est le monde du travail. Peut-être, si tu m'avais dit médecine, voilà, mais en licence éco-sociale, ce qui compte, c'est le monde du travail. Ce qui compte, c'est tes stages à la limite. Mais ce n'est certainement pas tes notes. Mais vraiment, vraiment, vraiment pas. Il y a un truc que je disais dans un précédent podcast, même si vous n'avez pas le diplôme, si vous faites des stages gratuits dans les boîtes où vous voulez travailler, au bout d'un moment, vous devenez bon à faire le travail de ces boîtes et au bout d'un moment, ils vous embauchent. Et j'avais dit ça dans des vidéos. À l'époque, sur Twitter, tout le monde s'était foutu de ma gueule. Et je connais des gens qui l'ont fait et des gens à qui ça a réussi alors qu'ils n'ont pas de diplôme, alors que c'est des métiers qui, a priori, nécessitent un diplôme. Enfin, ça marche réellement comme ça. Proposez des stages gratuits à des boîtes. Les boîtes ne refusent jamais. Si c'est gratuit, vous leur dites bonjour, je travaille gratuitement pour vous. Ils vont pas refuser de la main-d'œuvre gratuite. Vous allez apprendre le métier. Et certes, vous allez pas être payé. Même vous pouvez vous dire pendant 2 ans, je suis pas payé, je travaille gratuitement. Mais connard, la fac, c'est 5 ans et c'est gratuit aussi. Donc au final, vous avez 2 ans et vous avez une expérience de fou qui fait que vous pouvez travailler dans ces boîtes. Donc non, ce n'est pas le monde réel, toujours pas. La fac d'économie et de sociologie, ce n'est toujours pas le monde réel. Désolé. Euh, Question. Est-ce qu'il y a des critères pour acheter YouTube Maxi? En mode, vous faites une présélection. Oui, oui, nous sommes sélectifs. Nous ne vendons pas au mass market une offre comme YouTube Maxi. Le mass market a droit à Merck et Superstar, pas pour YouTube Maxi. Maintenant, les critères de sélection sont assez euh, vous pouvez par exemple rejoindre YouTube Maxi si vous êtes débutant complet. Ce qu'il me faut et ce que je veux surtout, et c'est comme ça depuis tout le monde, toujours avec les gens avec qui je travaille, c'est pas forcément la compétence que je veux, c'est la motivation.
Et oui, je sais que ça fait bizarre de dire la motivation, mais c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. C'est est-ce que vous êtes motivé? Donc, heu, donc si vous êtes motivé, même si vous êtes débutant, vous pouvez être sélectionné pour YouTube Maxi. Alors ça dépend, hein, on limite les places, donc parfois il y a juste un meilleur profil que vous, il y a un profil qui est motivé et qui en plus a des compétences déjà sur YouTube et donc sera beaucoup plus rapide avec lui et on n'aura pas toute cette partie chiante, on doit lui apprendre la technique, les sujets, machin, moi je l'appelle et tout. On n'aura pas tout ça et donc forcément apprendre lui. Mais retenter le mois suivant, sans doute. Et donc, donc oui, on fait une présélection qui consiste à être motivé. Maintenant, on n'est pas d'élu non plus. C'est-à-dire que si le mec est très très motivé, mais qu'il habite au fin fond du Bangladesh et qu'il a pas de téléphone, non, on va pas lui vendre YouTube Maxi, ce serait mauvais. En fait, il y a quand on vend des offres comme ça, on va dire un peu plus cher et tout, il y a une double responsabilité. Responsabilité côté client, c'est de travailler, faire ce qu'on te dit. Responsabilité côté vendeur, c'est de pas vendre à n'importe qui. C'est ce que j'estime. Voilà. Et puis bon, après, voilà, comme je dis souvent, tu peux jamais savoir à l'avance, hein. Parfois, il y a des profils, tu penses que c'est pas les bons, ils insistent, et au final, ils donnent des trucs de fou. Je vais pas en citer parce que ça se fait pas, mais il y a des gens sur YouTube Maxi, je pensais qu'ils allaient rien donner et qui, au final, cartonnent. Mais quand je vous dis cartonnent, ils font des millions de vues. Et c'est pas une blague, millions de vues par vidéo. Enfin, par short, mais ça cartonne quand même, tu vois. Euh, et, euh, et des, et des gens, tu pensais que ça allait donner quelque chose, et au final, ils sont pas très motivés. Et... Enfin, voilà, je veux dire, 100% de clients satisfaits, ça n'existe pas. 100% de clients qui réussissent, ça n'existe pas non plus. L'important, c'est l'attention. Euh, Si tu vends un truc cher à un mec au Bangladesh, même s'il est très motivé, s'il a pas de connexion internet et si il a un accent de fou et si je sais pas quoi, bah il va jamais réussir. En fait, c'est donc à lui faut pas lui vendre, c'est ta responsabilité côté vendeur. Après voilà, l'important c'est l'intention, je pense, qui prime. On fait une sélection. Oui. Comptes-tu vivre autre part qu'en France dans un futur probable? Ouais, c'est probable, j'avoue, c'est probable de plus en plus. Je me demande, je pense à l'Andorre. Il y a Edouard qui est fan de Valek là, qui m'en parle et qui me tente beaucoup parce que c'est vraiment beau, ça me fait vraiment penser aux Vosges. En même temps, c'est pas très loin, c'est à 2 heures de vol de l'aéroport de Strasbourg, juste à côté de chez moi. Et je me dis, les impôts quand même, c'est cool. Mais en fait, c'est même pas tant les impôts, c'est juste là, je vous avoue, j'ai vu les images des fans du PSG qui ont brûlé des voitures et qui ont tué des gens suite à la victoire du PSG. Et je me dis, waouh, mais la France, c'est vraiment de la merde, tu vois. Et c'est tellement moins les impôts que l'insécurité, tu vois. Je, J'y pense et je me tâte, oui, complètement. Donc voilà, c'était les 4 questions que j'ai sélectionnées pour cette semaine. Est-ce que vous voulez que je fasse encore la rubrique la semaine prochaine ou pas? Ou je continue, ou parce que je pense que c'est pas le plus intéressant de raconter ce que je vais faire la semaine prochaine. Je vais juste raconter ma semaine. Et je pense que le format de podcast est très cool. En plus, c'est un format qui est un peu court, comme ça, c'est pas super long à chaque fois. Je pense hein, qu'il y a des gens qui aimeraient les podcasts de 2 heures et tout, mais déjà, j'ai pas encore le niveau pour ça, je pense. Et deux, au moins, ça me permet de pouvoir vraiment tenir 1 heure de podcast. Ça me permet de vraiment pouvoir tenir mon rythme de un par semaine. Et puis, je trouve que c'est quand même bien, c'est agréable à écouter. Ça dure le temps d'une petite séance à la salle. Euh, donc, je trouve ça bien, 1 heure par podcast. Et du coup, je pense que le format qu'on va garder pour le podcast, ça va être le suivant. Ma semaine, le sujet principal du podcast, ici la Switch 2, et ensuite réponse aux questions. Et je pense que ça peut être vachement intéressant. Si on reste autour d'1 heure à chaque fois, moi je pense que c'est cool. Et donc voilà, je vous fais un gros bisou, et je vous dis à la semaine prochaine dans vos GFM. Et regardez le nouveau site YouTube Maxi, regardez comment il est stylé, et venez et rejoignez-nous parce que c'est incroyable. Voilà, bisous.